Salut tout le monde, c'est Gingy pour GingyDR, ma rubrique sur les jeux de rôle. On va parler d'un sujet assez particulier. En fait, je voulais juste parler des ennemis, mais après, je voulais parler du traitement plutôt des PNJ. Je dirais que c'est plus conséquent. Alors, les PNJ, les personnages non joueurs, sont, comme je le dis souvent, les autochtones de leur propre monde, hein, du point de vue ontologique. Hein. Oui, quand j'utilise des mots compliqués, mais ils ont leur place, hein, ne vous inquiétez pas. Du point de vue ontologique, les joueurs ne connaissent pas l'univers parfaitement, du moins pas autant que leur personnage. En gros, une fiche de personnage peut en savoir plus que vous. Eh oui, il faut comprendre ça. Et du coup, vu que les PNJ sont les autochtones de leur propre monde, est-ce qu'ils demandent un traitement spécial ou quels sont les différents traitements qu'on peut leur donner? Et du coup, je me suis dit, on va parler de ça. Voilà. Alors, pour les PNJ, je tiens à raconter de faire un petit témoignage. Alors, ma gestion des PNJ pendant une très très longue période, disons que je joue depuis un certain temps, presque 6 ans, voilà, 6 7 ans, je pense. Euh, Depuis le temps que je joue, j'avais une façon de gérer tous mes PNJ à l'image de ce que j'ai vu quand j'étais petit. Je m'explique. Le premier animé que j'ai vu, pas dessin animé, trucs comme ça, il y a certains qui commençaient avec des dessins animés hyper abrutissants, trucs comme ça. Le premier animé que j'ai vu, ou dont je me souviens, mais je pense plus que j'ai vu tout court, c'est Hokuto no Ken. Ouais, je commence avec quelque chose de fort. Mais je pense que certaines personnes s'en offusqueront parce que oui, à l'époque, je sais pas, pour ceux qui viennent d'outre-Atlantique, qui viennent de mon côté de l'Atlantique, donc les Québécois, les francophones qui sont sur le continent américain, en fait, pour vous situer un petit peu le problème, pendant les années 80-90, Ken le survivant, Hokuto no Ken, The Fist of the North Star, donc dans la langue anglaise, euh, était un manga adapté en animé qui était extrêmement violent. Et du coup, en fait, dans la même logique un peu snob des Français, on a assimilé les animés à quelque chose pour les enfants. Et c'était une erreur d'appréciation majeure. Donc du coup, la violence était exacerbée et du coup, et il y a pas mal de choses qui sont passées. La première saison était complètement traduite, voilà. Et du coup, à la deuxième saison, c'est parti du n'importe quoi. Le doublage était atroce, vraiment atroce, parce que en fait, les doubleurs avaient fait grève pour pouvoir traduire les choses à leur sauce. À cette époque, ça n'arriverait jamais. Hein. Déjà que les francophones, les Français surtout, pensent que la VF c'est à chier. Bon, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que bon, si de côté, s'il y a des francophones et des Français ou des Canadiens ou des Québécois, je sens que ça va jaser. Par exemple, pour les Simpsons, ça a beaucoup jasé parce que oui, je préfère la version des Simpsons voilà. Je préfère la version des Simpsons en québécois. Ouais, elle est où? La version française est à chier. De l'autre côté, ah ouais, mais la version québécoise, elle est hyper ennuyante. Voilà, quoi. Et c'est ça qui sont imprimés. Et du coup, les deux communautés des Simpsons se foutent un peu sur la gueule. Alors que, par exemple, une fois, j'ai voulu mater les Simpsons sur un site au hasard, comme ça. Et en fait, j'ai regardé en québécois. J'ai pas eu de problème avec cette version et j'ai continué. Je pense que c'est une question d'appréciation et c'est une question de culture. Je pense que la culture un peu grande gueule, générationnelle qui arrive maintenant, elle est des deux côtés. Mais surtout le côté français où les gens sont attachés à la VO, avec raison hein, parfois, parce qu'il y a des erreurs dans les adaptations de texte. Le sens peut changer. Oui, je digresse beaucoup. Du coup, comme j'ai commencé avec la polémique de suivant, oui, c'était assez violent.
Mais si vous voulez, la violence ne m'a pas touché à proprement parler. En fait, même mon père, il avait une logique assez bizarre avec ça. C'est-à-dire, quand avant, c'était les anciens symboles, pas -10, -12, -18, -16, c'était des ronds, des carrés, des triangles, des trucs comme ça. Et du coup, en plus, le carré, il était souvent rose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'on me disait, à chaque fois qu'on disait un coparental souhaitable, mon père me disait, bon, ben, allez dormir, quoi. Donc, du coup, en fait, il y avait la représentation de la violence en image et la représentation filmée. Et la version filmique, mon père ne tolérait pas, alors que c'est carrément lui qui, même pas, genre, il nous a fait regarder Quai de survivants à la télé. Nous, on l'a regardé en VHS, mon frère et moi, compris pour Senseiya. Du coup, j'ai toujours eu cette image j'ai toujours grandi, j'ai grandi un petit peu avec la culture des animés des années 80 et des années 70. Et d'ailleurs, certaines œuvres que je découvre a posteriori, finalement, me plaisent beaucoup. Et dans Ken le survivant, au couteau no Ken ou Nicky Larson, il y a un truc qui est assez flagrant. Comme un personnage est important, il n'a pas spécialement une belle gueule, hein. Mais il a une gueule sérieuse aussi, c'est une femme, elle est très très belle, très très élégante. Si elle est méchante, elle peut avoir un visage très beau, très agréable, mais quand elle a des accès de colère, elle ressemble à une sorcière. Et les méchants, s'ils sont moches, c'est ils vont mourir. D'ailleurs, ceux qui connaissent récemment la série, la saga de Jojo's Bizarre Adventure, ben, c'est un peu le même principe, puisque comment il s'appelle, Araki, Yoriko Araki, s'est beaucoup inspiré dans Kutonoken, ne serait-ce que pour Photon Blue et Battle Tendency pour le dessin. Après, il s'est émancipé, il a créé sa propre sauce. Mais de base, voilà, les gens moches sont condamnés à crever, les gens qui sont beaux euh, sont censés être des bonnes personnes, et du coup, même dans les vidéos que j'ai créées, ma façon de masteriser tournait un petit peu autour de ça, ce qui rendait la chose ultra prévisible. D'où le fait justement que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que justement, on peut tomber dans des automatismes de PJ et dans justement une logique, un pattern qui peut nous causer problème. Par exemple, imaginez, vous faites un scénario, les gentils sont très méchants, les gentils sont très gentils, et les méchants sont très méchants. Tout en sachant que je vais parler un petit peu de mon univers a beaucoup de ça, et je dirais même qu'il a un point commun avec un autre animé que j'ai beaucoup suivi, City Hunter, il dit qu'il a son en français, dans le sens où en fait, il n'y a pas de véritable antagoniste. À chaque fois, il y a des ennemis, mais les ennemis, ils reviennent. C'est d'autres ennemis qui viennent à chaque fois. C'est jamais les mêmes. Donc, du coup, il n'y a pas dans l'univers que j'ai créé, j'ai jamais véritablement créé de véritable antagoniste. Et le seul véritable antagoniste que j'avais créé, ben, c'est mes PJ qui l'ont buté il n'y a pas longtemps. Voilà. Je dis pas que je suis pas doué pour faire des antagonistes. Je dirais plutôt que je n'ai pas vraiment essayé. Et du coup, j'ai eu ce problème-là avec ces automatismes. Imaginez tout d'un coup quand vous avez la fulgurance de faire un nouveau scénario où les personnages sont tous en demi-teinte, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément si gentils ou si mauvais que ça. Il y a, il y a pas mal de nuances. Mais la nuance, vos joueurs ne la verront peut-être pas parce qu'ils penseront par le prisme du pattern que vous leur avez posé de manière implicite. Et ça va poser problème. Imaginez, vous faites un méchant, le méchant n'est pas si méchant que ça, et puis en plus de ça, les raisons pour lesquelles il a décidé d'agir ainsi a pour but d'aider sur le long terme les gentils et que les autres ne le voient pas, mais ils peuvent foncer le buter, et puis bim, vous leur dites ouais, mais en fait, vous avez raté le scénario, vous avez échoué en fait. Et on vous regarde en mode. Et ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Ça, je dis pas que ça m'est arrivé. Ça m'est pas arrivé, heureusement. Mais ça risque d'arriver. Forcément, ça arrive. Et à ce moment-là, ben, tout le monde est sur le cul. Le MJ, parce qu'il s'est rendu compte que c'est pas forcément de la faute des joueurs,
Et les joueurs, parce qu'ils se sont dit, ils ont trop pensé à ce que le MJ a l'habitude de faire. D'où le fait que, par exemple, dans des univers où on est beaucoup d'univers de JDR, quand on a justement des choses ultra codifiées ou des ennemis ou des créatures préférées, faut faire très très attention. Voilà. Bref, après ça, justement, ça m'a inspiré cette vidéo, justement, de penser à ce que ça peut amener. Et pour moi, il y a plusieurs façons de gérer les personnages. Et dans certains systèmes génériques, ils le gèrent. Je veux dire, je ne vais pas reciter le JDA que je mets souvent en avant. Hein, voilà, le W système de luxe, pour le citer. Voilà, je ne vais pas remettre en avant, mais pour moi, ce jeu-là, comme beaucoup de systèmes génériques, permettent de gérer plusieurs façons les ennemis. Et c'est quoi les différentes façons de les gérer? Alors, la première façon de gérer les ennemis ou les PNJ, c'est par classification, je dirais, d'importance. Par exemple, euh, dans certaines de mes façons de faire, si on considère que les héros et les personnages importants ont 2 barres de vie, ben, on doit considérer que les sbires en ont qu'une, ou les péons. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ils ont une survivabilité beaucoup plus réduite que les autres. Il y a cette façon de gérer. Ensuite, vous avez la façon classique, c'est-à-dire vous avez des tonnes de profils, et du coup, ben, vous avez des tonnes de profils, et vous naviguez entre chaque ennemi que vous avez en face a son profil. Sauf que j'ai un petit problème avec cette version. Si vous êtes dans un univers fermé, vous êtes dans des endroits cloisonnés, genre Donjons et Dragons, je pense que c'est pas gênant. Donjons et Dragons, Pathfinder, un petit peu moins, mais Pathfinder quand même. Si vous êtes dans un Warhammer, que ce soit le 40 000 ou le normal, à ce moment-là, beaucoup de profils peuvent aider, mais dans l'ensemble, euh, ça va poser problème de devoir gérer autant de fiches en même temps. Et à ce moment-là, gérer autant de fiches pose problème parce que justement, je vais revenir sur ce point après. Ça sera mieux. Puis, il y a le dernier cas, c'est créer un système de régiment slash escouade slash groupe. Et là, il faut du doigté. Je vais vous donner un exemple qui fonctionne très très bien. L'exemple qui fonctionne très très bien, vous avez un groupe de bandits. On est des bandits. Vous en avez 10. Mais vous êtes fatigué. Imaginez que par exemple, vous voulez représenter en escouade qu'ils ont 50 de vie. Donc 5 points de vie par personne. Ça se tient? Ça se tient très bien. Une fois que chaque personne qui est vaincue, eh bien, en fait, vous créez un système de profil dégressif, un peu comme dans les wargames, en fonction des niveaux de commandement. Ben, en fait, si vous voyez que plus vous vaincez un ennemi, plus justement il va baisser. Mais il y aura une petite subtilité. Encore une fois, là je pense surtout à Warhammer, parce que je pense pas que c'est tous les wargames qui ont ça. Vous devez penser aux armes. Imaginez par exemple, vous avez un groupe de bandits, imaginez vraiment des bandits post-apo de Kenno survivants, au moins on est dans le ton. Vous en avez 5 avec on va dire, on va prendre selon le code de Warhammer tout court, un système d'armes simples. Donc ils ont une hache, une massue, une épée. Il y en a 5 comme ça, et il y en a 5 à l'arbalète. Quand les joueurs attaquent un ennemi, il doit préciser quel ennemi il attaque. S'il attaque un groupe sans trop y faire attention, à ce moment-là, vous devez créer un système pas forcément de répartition des points, mais vous devez rediriger les points vers certaines personnes. Mais quand quelqu'un est vaincu, vous devez dire qui est vaincu et il avait quel équipement. Et ça, c'est seulement dans le cas où les profils sont identiques. Personnellement, pour moi, ça devient difficile. C'est difficile parce que il y a de très 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 nombreuses espèces dans mon univers, sans aucune exagération le pire. Je crois qu'il y a plusieurs traits que j'aurais pu mettre, mais ça aurait gâché un petit peu la vidéo. Donc voilà. Donc c'est difficile pour moi de le faire. Mais ça fonctionne. Je veux dire, je joue à Warhammer avec le système de l'EW système.
C'est à peu près comme ça que je le gère. Donc ça a un côté, ça se rapproche beaucoup du wargame, justement, Warhammer 40 000. Euh, c'est totalement assumé. Et du coup, c'est une bonne façon de gérer parce que si vous avez des ennemis qui ont à peu près le même profil de stats, au lieu de vous dire oui, mais celui-là il a plus de précision, mais il a moins de force. Non, vous nivelez les stats moyennes, pourquoi pas. Je suis pas trop pour les moyennes, mais vous faites une espèce de lien où vous dites il est dans cette tranche, vous lui mettez ça. Et plus ça baisse, plus les stats vont baisser. Et jusqu'au moment où il reste, par exemple, un certain nombre de personnes, par exemple, pour moi, c'est au nombre de 3. À partir du moment où c'est en 3, bon, c'est devient un trio. Mais s'ils sont vraiment différents, à ce moment-là, il faut les séparer et les compter normalement. Voilà. Et puis, il y a l'autre façon, c'est celui de compter le personnage tel qu'il est, de la même manière que les joueurs. Et toutes les définitions se valent. Toutes. Je dirais même une chose, au-delà de ça, pour moi, il y a plusieurs types d'ennemis à considérer avec ce système. Vous avez les péons, qui sont soit des gars qui sont en positif ou en négatif, soit vous avez les héros ou les personnages importants, vos PJ et les autres personnages importants, soit vous avez les Némésis, qui sont les antagonistes. Je dirais même que les antagonistes, s'il faut donner un petit conseil de scénario, si vous tenez à des antagonistes et que cet antagoniste-là, il apporte une plus-value, en dehors de votre attachement, il faut pas oublier, il faut pas trop s'attacher à un antagoniste. Parce que après, les conséquences de sa survie présentée ne sera pas forcément la des plus pertinentes. Ben, à partir de ce moment-là, faire un antagoniste et puis que par exemple il, est- il ne peut pas être vaincu sous certaines circonstances, ben c'est une bonne chose. Par exemple, il tombe à 0 point de vie, il se fait sauver par un groupe ou ce genre de choses. Ça peut être bien. Bon, ça donne un petit côté scripté, mais j'ai envie de dire c'est le côté scripté qui n'est pas gênant, surtout si vos joueurs sont friands de variations d'histoire. C'est-à-dire qu'ils se disent ah merde, on l'a buté, il aurait pu être fort ou ce genre de choses-là. Voilà. Combien de fois avez-vous vu des personnages dans des mangas, dans des fictions, tout court, que vous vous dites, il n'aurait pas dû être là. En fait, il n'aurait pas dû mourir ou apparaître dans le manga à cette partie-là. Ben, moi, ça m'est arrivé souvent, mais l'exemple le plus flagrant que j'ai, à la fois, je trouve que c'est pertinent dans la manière dont les deux personnages sont morts, mais en même temps, je me dis, ils auraient pu être placés plus loin. C'est le personnage de Haku et Zabuza dans Naruto. Ceux qui connaissent pas Naruto, ah ouais, mais j'aime pas le visuel de Naruto. Faut pas juger d'un truc trop vite. Je suis pas fan de Naruto, hein. Je trouve même que la fin est à chier et que la suite, elle me fait un petit peu frissonner parfois. Enfin, pas en animé, mais en manga. Mais, franchement, je tapais sur Wikipédia, Aok Zabuza, ou bien vous regardez depuis le début et vous regardez jusqu'à Aok Zabuza. Vous comprendrez tout de suite qu'est-ce que je veux dire par là. Pour moi, ils auraient pas dû être placés là. Ils auraient dû être placés dans des choses encore plus, à des arcs encore plus grands. Mais bon, ceci n'est jamais qu'une appréciation faite a posteriori d'analyse de plusieurs univers, tu comme ça, donc c'est difficile de dire qui a raison, qui a tort, les choses sont ce qu'elles sont, pas ce qu'elles devraient être. Et ce qu'elles devraient être, c'est ce que devrait être, ce que pense l'auteur. Donc du coup, voilà. Et après ça, vous avez les boss qui justement sont balèzes, des fois juste du niveau du héros. En tout cas, c'est divisé en plusieurs catégories comme ça. Ça prend beaucoup plus de place aussi dans le deuxième univers de GTA sur lequel je travaille. Euh, voilà, en espérant. D'ailleurs, il faut que je fasse les icônes du deuxième univers. Bref, passons. Du coup, après ça, vous avez plusieurs façons de gérer. Qu'est-ce que je peux dire pour conclure avec ça? Ben, je vous ai présenté toutes les façons de faire. Et que ce soit des alliés ou des ennemis, il faut penser à toutes ces facettes-là. Mais surtout, penser à la zone la plus. Même pas la zone de confort, à chaque fois je fais le lapsus.
Ne pensez pas à une zone de confort, pensez à la posture la plus confortable que vous ayez. Et je tiens à signaler quand même un petit truc aussi. C'est un truc qui pourrait survenir, c'est quelqu'un qui dit ou qui pense, ouais, mais je veux qu'ils aient les mêmes points de vie que les PNJ ont les mêmes points de vie que les héros parce que, euh, comment dire ça, tout simplement parce que justement, il faut que les PNJ en chient un peu et que en plus ça ne fait pas crédible. Alors la notion de crédibilité peut changer. La question que vous devez vous poser en tant que créateur et en tant que scénariste et en tant que MJ, surtout en tant que scénariste ou en tant que créateur de l'univers ou la posture de l'univers en elle-même, dans comment vous voulez la raconter. Qu'est-ce que vous voulez montrer dans vos univers? Est-ce que vous voulez montrer des héros en devenir, et dans ce cas-là, les héros ne sont pas forcément forts au début, un monde où tout le monde est plus ou moins balèze à leur façon, ou un monde où il y a c'est carrément une épopée, pas de l'épique, une épopée, donc les joueurs sont infiniment plus faibles que l'adversité qu'ils risquent de rencontrer, ou est-ce que c'est dans l'épique où les héros sont hauts en couleur et les ennemis aussi? Chacun a une combinaison possible là qui fonctionne plus ou moins bien. Ça change en fonction de ce que vous avez envie de raconter. Mais ce que vous avez envie de raconter finit par justement, ce que vous finissez par faire finira par déteindre sur votre histoire. Donc autant que vous soyez dans une posture confortable pour pouvoir gérer. Parce que le rythme, la narration, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Le gameplay aussi. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est la réceptivité de vos joueurs. C'est-à-dire, est-ce que vous savez jongler facilement entre les trucs? Et naviguer autour de beaucoup de chiffres, c'est pas forcément quelque chose qui, même si vous avez vos raisons et vous assumez que vous n'arrivez pas à gérer, les gens ne seront pas forcément tolérants ou ne comprendront pas la pleine échelle de ce que vous leur dites. Même s'ils sont MJ, parce qu'un MJ peut s'asseoir et dire je suis venu en mode joueur, j'ai posé mon côté MJ. Je l'ai mis de côté. C'est ce que je fais systématiquement à chaque fois que je joue. Donc du coup, voilà. Pensez à tout ça. Et je pense que par la suite, vous saurez comment gérer les personnages. Mais après, si vous avez un pattern et que vous jugez que le pattern, c'est l'ambiance que vous voulez mettre, je vous conseille quand même de vous poser la question de est-ce que c'est lassant ou pas pour vos joueurs. Posez-leur la question. C'était Jinji pour Jinji DR. Moi, ben, je vais essayer de trouver une autre thématique pour pouvoir justement en discuter, puisque ça devient de plus en plus difficile de trouver des choses à dire. Surtout que je suis occupé avec mes JDR, patati patata. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, bon, le petit pouce, hein. Vous n'avez pas aimé, bon, le petit pouce, mais au moins dites les améliorations que vous auriez voulu voir ou les choses que vous n'aimez pas. Si vous avez trouvé ça intéressant et que vous vouliez le partager, ne serait-ce qu'avec des personnes qui débutent, la fonction partager, vous pouvez me retrouver sur Twitter où bon, c'est clair que je poste des tas de trucs différents et qui n'ont strictement rien à voir, mais ça peut être marrant. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, pas pour le référencement, hein, ça je m'en bats les couilles. C'est tout simplement, je veux entendre justement vos anecdotes, votre façon de gérer, parce que j'ai présenté tout ça dans les grandes lignes. J'ai pas inventé l'eau chaude, tout ce que je vous ai dit vient d'une réflexion et d'une observation. La forme n'est pas importante, c'est le fond qui est important. Donc, j'espère que vous communiquerez pas mal là-dessus. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois.